Je me souviens exactement du moment où j'ai décidé de sauver l'entreprise familiale. C'était un froid matin d'octobre à Paris, assis dans le bureau de mon père chez Mitchell et Fils Industries, le regard fixé sur une nouvelle pile de factures impayées. L'atelier en dessous était étrangement silencieux, nous ne travaillions qu'à moitié capacité, et même cela relevait du miracle. La société, autrefois fièrement bâtie de ses propres mains par mon grand-père en 1962, peinait maintenant à garder la tête hors de l'eau. Papa essayait de dissimuler sa détresse, mais je voyais bien l'usure qu'elle lui causait. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il signait les chèques, et les cercles sous ses yeux s'assombrissaient chaque semaine. Le nom de notre famille, autrefois synonyme de pièces de machines de haute qualité dans toute la région parisienne, commençait à être associé à la décadence et à l'échec. Je ne pouvais pas supporter de le voir ainsi sombrer. Tandis que mon petit frère Tommy passait ses soirées de bar en bar dans le centre animé de la capitale, je prenais l'initiative d'arriver tôt, souvent avant l'aube. Il y avait quelque chose dans le calme feutré du bureau désert qui m'aidait à réfléchir. Je m'installais à mon petit bureau près de la fenêtre, regardant le soleil se lever sur la Seine tout en parcourant bilan financier et analyse de marché. Le café du coin se refroidissait à côté de moi tandis que je m'enfonçais dans les tableaux et les stratégies potentielles. Le poids de la responsabilité s'installait sur mes épaules tel un lourd manteau d'hiver. À 28 ans, j'étais trop jeune pour assumer une telle charge, mais il fallait bien que quelqu'un s'en charge. Mon MBA de l'Université de Paris n'était pas là juste pour orner un mur, j'avais appris des techniques qui pouvaient aider, des pratiques commerciales modernes capables de redonner vie à notre entreprise vieillissante. Pourtant, convaincre l'ancienne garde de changer ressemblait à essayer de faire pivoter un paquebot avec une simple rame. Chaque soir, j'entendais le rugissement de la voiture de sport de Tommy arrivant devant son luxueux appartement dans le 16e, alors que je restais encore au bureau, à planifier et à élaborer des stratégies. Il avait hérité du fonds de dotation de notre mère à ses 25 ans et le brûlait comme du bois sec en hiver. Le contraste entre nos vies n'aurait pu être plus saisissant, lui fréquentant des clubs UP avec ses amis de lycée, moi en réunion avec des fournisseurs pour négocier de meilleures conditions de paiement. La solitude était la partie la plus douloureuse. Sarah, ma compagne depuis 3 ans, s'est finalement lassée de devoir se mesurer au bilan et au plan d'affaires pour obtenir mon attention. « Tu es mariée à cette entreprise », m'avait-elle dit le soir de son départ. Peut-être avait-elle raison. Mais quand on essaie de sauver quelque chose qui a traversé 3 générations, tout le reste finit par paraître secondaire. J'ai commencé à opérer de petits changements là où je le pouvais. La modernisation de notre système d'inventaire nous a permis d'économiser des milliers d'euros dès le premier mois. L'approche de jeunes clients connectés a apporté de nouveaux contrats. Chaque petite victoire était immense, comme voir enfin germer une plante après des mois passés à soigner un sol stérile. Les anciens de l'atelier des hommes qui avaient travaillé aux côtés de mon grand-père commencèrent eux aussi à le remarquer. Michel Sullivan, notre chef mécanicien depuis 30 ans, m'attrapa un matin dans la salle de pause. « Ton grand-père serait fier de toi », me dit-il en me tapotant l'épaule. Il disait toujours que cet endroit avait besoin de quelqu'un avec une véritable passion. Venir de Michel, qui s'exprimait d'ordinaire par des hochements de tête et des grognements, ressemblait à remporter un prix prestigieux. Mais tandis que l'entreprise commençait lentement à redresser la barre, le fossé entre Tommy et moi se creusait. Il se présentait au dîner de famille avec des montres luxueuses ou des récits de ses derniers voyages à Saint-Tropez, pendant que j'essayais d'expliquer à papa pourquoi nous devions investir dans de nouveaux équipements. La rançéure s'accumulait, telle la rouille sur une vieille machine imperceptible d'abord, mais finalement impossible à ignorer. Un soir, après une réunion de direction particulièrement éprouvante où j'avais dû défendre mes plans de modernisation devant une salle sceptique, je me retrouvais seule dans le bureau de papa. En regardant les vieilles photos accrochées au mur grand-père devant l'atelier originel, papa recevant son premier contrat important, toute la famille réunie pour le 25e anniversaire de l'entreprise, je fis une promesse à moi-même. Cet endroit ne mourrait pas sous mon regard. Peu importait ce que cela coûterait ou le nombre de nuits passées à examiner des rapports, je transformerais cette entreprise délabrée en quelque chose de plus grand qu'elle ne l'avait jamais été. Les fondations de ce qui allait devenir un empire de 237 millions d'euros se posaient dans ces moments de silence, sans que je m'en rende compte à l'époque. Tout ce que je savais, c'était que l'échec n'était pas une option, pas avec 3 générations de sang, de sueur et de rêves Mitchell imprégnés dans ces murs.
Chaque décision, chaque nuit blanche, chaque événement social manquait autant de briques sur le chemin d'un avenir plus grand que moi. Au début, je ne pouvais pas prévoir l'ampleur de ce qui nous attendait. Je n'imaginais pas les trahisons, les triomphes, ni le véritable prix du succès. Tout ce que j'avais, c'était la détermination et la conviction profonde qu'au cœur du chaos des pratiques obsolètes et de la dette grandissante, se trouvait un futur digne de lutte. Les changements chez Mitchell et Phil commençaient à porter leurs fruits, mais à quel prix? Tandis que je passais mes journées à réorganiser nos chaînes d'approvisionnement et à moderniser nos lignes de production, la vie de Tommy dégringolait dans la direction opposée. La presse locale commença à le mentionner régulièrement, non pas dans la rubrique économique où le nom de notre famille apparaissait jadis, mais dans les pages de la société, accompagné de clichés pris lors de galas caritatifs ou de soirées en yacht où il faisait sensation. Je me souviens d'un matin particulier au Thinking Cup, notre café du quartier sur la rue de Rivoli, où je révisais les prévisions trimestrielles. Le titre d'un article abandonné du Figaro attira mon attention, La nuit endiablée de l'héritier Mitchell finit dans la Seine. Il y avait Tommy, trempé mais souriant, étant remonté de l'eau par ses amis également éméchés après avoir tenté de « garer » une voiturette de golf sur une jetée du club nautique de la Défense. 5 années de ce comportement avaient transformé mon frère, jadis prometteur, en une mise en garde vivante. Le contraste entre nos vies devenait presque burlesque. Tandis que je négociais avec les banques pour obtenir de meilleures conditions de crédit, Tommy se débattait avec des videurs dans les clubs chics de la Défense. Quand je parvenais enfin à décrocher un contrat majeur avec une entreprise technologique d'Issy-les-Moulineaux, apportant la stabilité tant attendue à nos effectifs, Tommy se faisait expulser de son 3e appartement de luxe dans le 16e pour avoir organisé ce qu'il appelait des « événements de réseautage » et que les rapports de police qualifiaient des « expositions zoologiques non autorisées ». Apparemment, il avait tenté de recréer une ambiance jungle avec quelques animaux exotiques. Douteusement acquis. Nos chemins se croisaient parfois lors des réunions familiales, qui devenaient de plus en plus rares. Le dîner d'anniversaire des 65 ans de papa à l'hôtel Four Seasons du centre de Paris reste gravé dans ma mémoire. Tommy arriva avec 2 heures de retard, vêtu de façon négligée, exhalant le parfum coûteux et l'odeur des mauvaises décisions. Il avait raté les toasts, les cadeaux et la majeure partie du repas, mais parvenait néanmoins à capter l'attention par ses anecdotes de ses récentes escapades à Cannes. « La prochaine fois, tu devrais venir avec moi, frérot », avait-il lancé en me jetant un bras autour des épaules. « Tout ce boulot et aucun plaisir, tu te transformes en vieil homme avant l'heure. » Le pire, c'est que je voyais encore par moments l'éclat du frère que je connaissais autrefois. Le plissement de ses yeux quand il riait, la chaleur sincère de son invitation, tout était là, enfoui sous des couches de privilèges et de gaspillage. J'ai tenté de renouer, plus d'une fois. Des brunchs dominicaux chez Stéphanie à Saint-Germain, des invitations à des événements d'entreprise, même des billets pour voir les matchs des Bleus, notre passion d'enfance. Mais la réponse de Tommy était toujours la même, une annulation de dernière minute, souvent par texto, accompagnée d'une excuse farfelue. Désolé, j'ai accidentellement acheté un cheval aux enchères, il faut que je trouve un endroit pour le garder, ou, report. Ma nouvelle copine m'apprend à devenir joueur de fléchettes professionnel. Les employés de Mitchell et Fils observaient ce drame familial avec une mixture de compassion et de gêne. Marie du service comptabilité, qui nous connaissait depuis l'enfance, courant dans les couloirs avec ses petites voitures en jouets, laissait sur mon bureau des coupures de journaux relatant les frasques de Tommy, avec de tristes petits gribouillis en marge. Les anciens qui nous avaient vus grandir secouaient la tête en murmurant combien les temps avaient changé. J'ai tenu un journal durant ces années, un simple carnet noir de la papeterie Bob Slat à Saint-Germain-des-Prés. Ces pages se sont remplies d'un étrange mélange de stratégie commerciale et de chagrin personnel. Une entrée de cette période se démarque, contrat Thomson sécurisé aujourd'hui. 2,3 millions d'euros sur 3 ans. Tommy a encore raté le rendez-vous chez le médecin de papa. Il appelle de Vegas. Quelque chose à propos de la création d'une équipe de natation synchronisée professionnelle pour chats. La transformation de l'entreprise prenait de l'ampleur. Nos efforts de modernisation portaient leurs fruits, et dans le milieu industriel, on commençait à chuchoter que Mitchell et Fils étaient de retour. Nous avions décroché des contrats avec quelques-uns des plus grands noms de la fabrication technologique, notre réputation de qualité et de fiabilité se reconstruisant lentement. Chaque succès semblait valider mes choix,
tout en creusant davantage le fossé entre Tommy et moi. Tard le soir, dans le calme de mon bureau surplombant les lumières de la ville, je consultais parfois de vieilles photos de famille sur mon téléphone. Nous y étions, au Stade de France, deux gamins coiffés de casquettes trop grandes, partageant une énorme barbe à papa, ou encore à la plage de Deauville, bâtissant des châteaux de sable avec papa, se défiant à ériger la tour la plus haute. Le frère sur ces clichés m'était désormais étranger, remplacé par quelqu'un que je peinais à reconnaître. L'isolement du succès devenait habituel. Mon cercle social se réduisait à des contacts professionnels et quelques collaborateurs clés. Les fêtes se résumaient à des apparitions rapides lors de réunions familiales avant de retourner au travail. Même papa avait commencé à me traiter différemment, il y avait désormais dans son regard une marque de respect, mais aussi une distance qu'il n'avait jamais eue. Je n'étais plus simplement son fils, j'étais l'avenir de son entreprise. Chaque jalon franchi semblait repousser Tommy toujours plus loin dans son univers d'excès. Quand nous avons décroché un important contrat gouvernemental, il acheta une petite île au large de la Bretagne, qu'il revendit un mois plus tard en constatant l'absence de connexion Internet. Lorsque notre valeur boursière doubla, il lança un service haut de gamme de promenade pour chiens, engageant des acteurs en chômage pour déclamer du Shakespeare en promenant les animaux dans le jardin des Tuileries. Je me répétais sans cesse que tout finirait par payer. Que l'empire que je bâtissais serait le témoignage de l'héritage de notre famille, quelque chose qui finirait par faire comprendre à Tommy la valeur de ce que nous avions. Mais au fond, je commençais à comprendre que le succès et l'échec pouvaient creuser entre frères des abîmes tout aussi larges, et que certains ponts, une fois brûlés, ne se reconstruisent jamais. La réunion annuelle des actionnaires était prévue pour un matin frais d'automne à l'hôtel Four Seasons du centre de Paris. J'avais passé des semaines à préparer cette présentation, peaufinant chaque diapositive, mémorisant chaque chiffre. L'entreprise venait d'atteindre des bénéfices records, et notre transformation, de la famille en difficulté à la puissance industrielle moderne, était enfin achevée. Ce moment aurait dû être le mien, celui du triomphe. La grande salle de réception était remplie de l'ordinaire, membres du conseil en costume coûteux, investisseurs scrutant leur téléphone, et employés de longue date qui détenaient encore des parts, depuis l'époque où papa faisait de chacun un membre de la famille. Les cafés et viennoiseries de la réputée pâtisserie La Durée restaient presque intactes alors que les convives s'installaient, l'anxiété palpable rendant chacun trop nerveux pour manger. Je ne m'attendais pas à y voir Tommy. Il n'avait pas assisté à une fonction d'entreprise depuis des années, pas depuis la soirée de Noël où il avait tenté de convaincre nos fournisseurs d'investir dans sa nouvelle affaire de costumes de homards artisanaux pour animaux. Mais alors que j'allais débuter ma présentation, il franchit les grandes portes vitrées, vêtu d'un costume dont le prix devait dépasser plusieurs mois de salaire de nos employés. Quelque chose clochait dans sa démarche. Peut-être était-ce sa façon de saluer certains membres du conseil, ou le regard fuyant de notre avocat habituellement sévère. Je commençais ma présentation quand même, faisant défiler des diapositives montrant notre croissance remarquable, l'expansion de notre clientèle, et les initiatives de modernisation qui nous avaient propulsés au XXIe siècle. Comme vous pouvez le constater, dis-je en désignant un graphique illustrant la progression régulière de notre cours boursier, Mitchell & Fils a connu une croissance sans précédent au cours des 5 dernières années. Notre valeur de marché a augmenté de 300%, et nos nouveaux contrats avec de grandes entreprises technologiques du quartier d'affaires de la Défense nous positionnent pour une expansion continue. C'est alors que Tommy se leva. Il était assis au fond, mais sa présence semblait remplir la salle entière. En réalité, déclara-t-il d'une voix mêlant charme et condescendance, je pense qu'il est temps de discuter d'un changement dans la direction. La salle se tut. Même le bruit habituel des claviers s'arrêta. Je restai figé au pupitre, le télécommande de présentation dans la main, tandis que Tommy avançait vers l'avant. Il passa devant Monsieur Sullivan, désormais silencieux, puis devant Jeanne des ressources humaines, soudainement captivé par sa tasse de café, et devant la chaise vide de papa, ce dernier étant absent pour cause de maladie, ou du moins le prétendait-on désormais. Tandis que mon frère a assuré un travail correct pour maintenir l'entreprise de papa à flot, poursuivit Tommy en sortant une enveloppe de sa veste, le conseil et moi avons décidé de prendre une nouvelle direction pour Mitchell & Fils. Une direction qui s'accorde mieux avec la dynamique du marché moderne et des stratégies de croissance agressive. Ces mots me frappèrent comme un coup physique. Le conseil ? Tommy avait rencontré le conseil ?
Le même frère qui ne daignait même pas assister aux réunions budgétaires osait maintenant parler de dynamique de marché? Je scrutais la salle à la recherche d'alliés, mais ne trouvais que des regards détournés et des remous mal à l'aise dans les sièges. Le sourire en coin de Tommy s'élargit tandis qu'il dépliait les documents de son enveloppe. À compter de maintenant, j'assumerai le poste de directeur général. Cette décision a été approuvée par le conseil d'administration et nos principaux actionnaires. Il s'arrêta, savourant l'instant. Mon frère se verra, bien entendu, proposer un généreux paquet de départ. Le projecteur affichait encore mes graphiques minutieusement élaborés, désormais semblables à des monuments à ma naïveté. 5 années de semaines de travail à 70 heures, de fêtes manquées et de relations perdues, d'avoir reconstruit cette entreprise pierre par pierre, tout s'effaçait en quelques phrases prononcées avec la même désinvolture que Tommy usait pour commander un verre dans les bars. Je restais là, figé, tandis que la réalité s'installait. Les chuchotements commencèrent, se propageant dans la salle telles des ondes dans un étang. J'aperçus des bribes de conversation, conditions du fonds familial. Actionnaire majoritaire. Avait les voix depuis des mois. Chaque mot était une pièce d'un puzzle que j'aurais dû voir se former. La télécommande semblait devenir lourde dans ma main. Sur l'écran derrière moi, une diapositive proclamait fièrement « Mitchell et fils, construire l'avenir ensemble ». L'ironie aurait été amusante si elle n'était pas si douloureuse. J'avais tellement misé sur le sauvetage de l'entreprise que je n'avais pas vu la menace émaner de ma propre famille. Un quiproquo, le grincement d'une chaise, le silence qui s'installa. La salle attendait une réaction, mais je demeurais muet. Que pouvais-je dire? Que j'avais consacré mon cœur et mon âme à cette entreprise pendant que Tommy dépensait son fonds familial dans des projets ratés? Que j'avais mérité ma position par le travail acharné pendant qu'il l'avait acheté par des manœuvres en coulisses? Ne t'inquiète pas, petit frère, dit Tommy d'une voix faussement bienveillante, tu pourras garder ton bureau. Comme consultant, bien sûr. Nous apprécions ta connaissance historique de l'entreprise. L'humiliation brûlait en moi, mais je refusais de lui donner le plaisir d'en voir la satisfaction. Des années de négociations m'avaient appris à garder une mine impassible, même lorsque mon monde s'effondrait. Je passai à la diapositive suivante, une projection sur 5 ans qui ne signifiait plus rien, et sentis le poids de tous les regards dans la salle. À cet instant, devant les actionnaires et les employés réunis, je compris quelque chose d'essentiel sur le pouvoir et la famille. Il ne s'agissait pas seulement de qui travaillait plus dur ou avait la meilleure vision. Parfois, il s'agissait de qui était prêt à jouer le jeu différemment, à sacrifier des relations pour obtenir le contrôle. L'empire que j'avais bâti, désormais évalué à 237 millions d'euros, ne m'appartenait plus vraiment. Il avait toujours appartenu à celui qui détenait le plus d'actions, nouait les bonnes alliances, jouait les bonnes cartes. Et tandis que je me consacrais à reconstruire l'héritage de mon grand-père, Tommy ne pensait qu'à s'approprier ce qui lui semblait lui revenir de droit. Pendant que mon frère exposait ses plans pour l'avenir de l'entreprise, je restais immobile au pupitre, le dos droit, impassible. Qu'il se souvienne de la dignité même dans la défaite, je me disais. Qu'il se rappelle qui avait bâti tout cela, même s'il choisissait désormais de suivre un autre chemin. Les diapositives continuaient de briller derrière moi, chacune témoignant de ce que j'avais accompli et de ce qui venait de m'être arraché. Lorsque Tommy eut fini son discours, je ne prononçai pas un mot. Je fermai simplement mon ordinateur portable, ramassai mes documents et quittai le grand ballroom de l'hôtel Four Seasons d'un pas mesuré. Le tapis épais étouffait mes pas, mais le battement de mon cœur résonnait assez fort pour remplir le couloir élégant. Des années de réunions aux aurores dans ce même hôtel, célébrant des contrats et planifiant des expansions, semblaient désormais appartenir à une autre vie. Le trajet en ascenseur vers le parking fut étrangement vide. 24 étages pour composer avec cette nouvelle réalité qui s'installait peu à peu. Lorsque j'atteignis ma voiture, le même Audi pragmatique que j'avais acheté lorsque nous avions décroché notre premier gros contrat technologique, mes mains avaient cessé de trembler. Je ne rentrai pas chez moi dans mon appartement du 7e, mais pris la direction de l'atelier, notre ancien bâtiment dans le sud de Paris. Le gardien, Pierre, ne dit mot lorsque je me garant, se contentant d'un hochement de tête habituel, bien que ses yeux trahissaient une pointe de compassion. Dans les entreprises familiales, les nouvelles se propagent vite, même lorsque la famille se désagrège.
L'atelier vibrait des sons habituels, le ronronnement des machines, les bips des chariots élévateurs, le tintement régulier du métal sur le métal. J'y déambulais tel un fantôme, rejoignant mon bureau. Les ouvriers que je croisais me saluaient d'un signe de tête respectueux ou semblaient soudain fascinés par leur travail. Personne ne savait vraiment quoi dire face au prince déchu de l'Empire Mitchell. Mon bureau était exactement comme je l'avais laissé ce matin-là, alors que je répétais ma présentation une dernière fois. La silhouette de Paris se dessinait à l'horizon par la fenêtre, le même panorama que j'avais contemplé des milliers de fois en redonnant vie à cette entreprise. Le soleil de l'après-midi faisait scintiller les immeubles du centre, comme l'avenir que j'avais imaginé pour nous. Je commençais à ranger mes affaires méthodiquement, chaque objet étant un souvenir auquel il me fallait faire face. La photo encadrée de papa, Tommy et moi au Stade de France, prise à l'époque où nous formions encore une vraie famille. Le trophée d'affaires décerné par la Chambre de commerce pour le redressement remarquable de l'entreprise. La tasse à café que Marie du service comptabilité m'avait offerte, portant l'inscription « Patron le plus caféiné du monde », désormais effacé par le temps. Un coup à la porte attira mon attention. C'était Michel Sullivan, notre chef mécanicien, le même homme qui m'avait dit il y a des années que mon grand-père serait fier de moi. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, son visage marqué par les années et l'inquiétude. « Je voulais juste te dire... » commença-t-il avant de s'interrompre, cherchant ses mots. « Eh bien, nous savons tous qui a reconstruit cet endroit. N'oublie jamais cela, d'accord. » Je hochai la tête, incapable de prononcer le moindre mot. Michel avait travaillé ici bien avant ma naissance. Il avait vu Tommy et moi grandir, courir dans ces couloirs après l'école. Maintenant, il assistait probablement pour la dernière fois au départ de l'un d'entre nous. En continuant de ranger, les souvenirs affluaient sans crier gare. La soirée où nous avions décroché le contrat Thomson, où tout le bureau avait commandé des pizzas et travaillé tard pour fêter cela. Le matin où j'avais annoncé notre programme de participation aux bénéfices, voyant l'espoir renaître sur des visages habitués à l'incertitude. Le jour où nous avions mis en place la nouvelle chaîne de production, symbole de notre modernisation réussie. Mon téléphone vibrait sans cesse messages de collègues, d'amis, de partenaires d'affaires qui avaient appris la nouvelle. Je les ignorais tous. Que pouvait-on dire pour adoucir une telle blessure ? Comment consoler quelqu'un qui venait de perdre non seulement son emploi, mais aussi son sens, sa famille, son héritage ? Le soleil se couchait quand j'eus terminé, projetant de longues ombres sur mon bureau désormais vide. J'avais rempli 2 cartons, l'un de mes effets personnels, l'autre des dossiers indispensables à la transition. Tout le reste resterait ici, devenant partie intégrante de la nouvelle vision de Tommy pour l'entreprise de notre grand-père. En quittant le parking pour la dernière fois, j'entendis l'arrivée de l'équipe du soir. Leurs voix résonnaient dans la cour, parlant de leur projet du week-end, se plaignant de la circulation sur le périphérique, vivant leur quotidien pendant que le mien venait de s'effondrer. Mes pas sur l'asphalte semblaient marquer la fin d'une époque. Sur le chemin du retour, en longeant les rues familières de Paris, je passais devant des lieux qui avaient été le décor de notre histoire familiale. Le vieux bistrot où papa nous emmenait prendre le petit déjeuner avant l'école. Le parc où Tommy et moi jouions à la balle lors des soirées d'été. L'église où nous avions dit adieu à maman. Chaque lieu évoquait les souvenirs de ce que nous avions été, de ce que nous avions perdu, de ce qui m'avait été arraché. Mais en m'engageant sur les bords de la Seine, je ressentis un changement intérieur. Le silence dans ma voiture n'était pas seulement l'absence de bruit, c'était la présence de quelque chose d'autre. La détermination. La résolution. Le calme avant la tempête. Je repensais au sourire narquois de Tommy, au regard détourné des membres du conseil, à cette trahison orchestrée de main de maître. Chaque détail alimentait un feu qui commençait à brûler en moi. Ce n'était pas seulement une question de perdre le contrôle de l'entreprise, il s'agissait de justice, du bien et du mal, de montrer à tous ce qu'était un véritable leadership. En me garant chez moi, je restais longuement assis, observant les lumières de la ville s'allumer une à une. L'empire que j'avais bâti avait pu m'être arraché, mais les compétences, le savoir et la détermination qu'il avait construit étaient toujours en moi. Et dans l'obscurité naissante de ce soir parisien, je me fis la promesse silencieuse que cette histoire n'était pas terminée. Loin de là. Dans mon appartement, je me servis un verre de scotch que je gardais pour les grandes occasions.
Debout devant la fenêtre, regardant la ville qui m'avait vu grandir, je portais un toast à l'avenir. Non pas à celui que j'avais prévu, mais à celui que je construirais, fondé sur tout ce que j'avais appris et tout ce que j'avais perdu. Le silence de mon départ parlerait de lui-même, mais mon retour retentirait sur tous les toits. 6 mois après mon départ de Mitchell et Fils, j'occupais désormais mon nouveau bureau, situé au dernier étage d'un ancien moulin à textile rénové dans le quartier d'affaires d'Issy-les-Moulineaux. L'espace n'avait pas l'ampleur de mon ancien bureau, mais il débordait de caractères murs en briques apparentes, larges baies vitrées, et une vue sur l'école polytechnique où j'avais commencé à esquisser mon retour. Innovation Solutions, ma nouvelle entreprise, avait déjà séduit plusieurs clients clés qui m'avaient suivi depuis Mitchell et Fils, ainsi que certains de nos ingénieurs et designers les plus talentueux. Ce lundi matin commença comme tous les autres. J'arrivais tôt, comme à mon habitude, regardant le soleil peindre le ciel de Paris de nuances dorées et rosées. Les startups technologiques et les firmes de biotechnologie environnantes prenaient vie, leurs employés affluant vers les cafés et boulangeries qui parsemaient le quartier. Je vis se former la file d'attente devant un Réafour, dont la fameuse « pizza petit déjeuner » attirait chaque matin un cortège de développeurs et de chercheurs. Sarah, ma nouvelle assistante de direction, aucun lien avec mon ex-compagne, m'apporta mon café du matin et l'agenda de la journée. L'équipe de Johnson Tech sera là à 10h pour la présentation du prototype, dit-elle, puis hésita. Il y a autre chose que tu devrais savoir. Avant qu'elle ne puisse continuer, mon téléphone vibra avec un texto de Michel Sullivan, mon ancien chef mécanicien, récemment revenu dans mon équipe. Attention, ton frère est dans le bâtiment. Mon estomac se noua, mais je gardai mon visage impassible. Depuis quand est-il arrivé, demandai-je à Sarah, toujours près de mon bureau. Il est là depuis environ 5 minutes. Il attend dans le hall, réclamant de te voir. La sécurité est avec lui, attendant ta décision. Je pris une gorgée lente de mon café, m'accordant un instant pour rassembler mes pensées. 6 mois de silence entre nous, et voilà que tout recommençait. À travers les rumeurs du milieu et les rares nouvelles de vieux collègues, j'avais appris que Tommy peinait à diriger Mitchell et Fils. Les histoires n'étaient pas flatteuses: retard, problèmes de qualité, clients inquiets. L'empire que j'avais bâti montrait des fissures sous sa direction. Il dit à la sécurité de le faire monter, dis-je finalement. Et reporte la réunion avec Johnson Tech à demain. Quelque chose me dit que cela va durer. En attendant, je m'approchai de la fenêtre, observant la circulation matinale sur la rue de Rivoli. La dernière fois que j'avais vu Tommy, c'était lors de cette réunion d'actionnaires, son sourire triomphant lorsqu'il annonçait mon éviction de notre entreprise familiale. Aujourd'hui, il se trouvait sur mon territoire, et je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui l'avait amené ici. L'ascenseur sonna, et je distinguai des voix dans le bureau extérieur. Le rire familier de Tommy, quoique désormais teinté de nervosité, se mêlait au murmure de mon équipe. Puis, la porte s'ouvrit, et le voilà, là, devant moi. Les changements en lui étaient subtils mais perceptibles. Son costume de créateur était un peu chiffonné, ses cheveux, habituellement impeccables, semblaient négligés. La démarche confiante que je connaissais avait laissé place à une incertitude palpable. Pourtant, son sourire, ce sourire appris qui avait conquis tant de membres du conseil, était toujours là. « Belle boîte, frérot », lança-t-il en entrant sans attendre d'invitation. « Très start-up chic. Ça doit être un sacré changement par rapport à ton ancien bureau en centre-ville. »« Ça fait le travail », répliquai-je en restant près de la fenêtre. « Qu'est-ce qui t'amène à ici ? Ce n'est sûrement pas pour la pizza du matin. » Il rit, mais son rire sonna creux. Un homme ne peut-il pas rendre visite à son frère ? Venir voir ma nouvelle aventure ? Il prit un prototype sur mon bureau, un composant de précision que nous développions pour une entreprise de dispositifs médicaux. Intéressant. Ça ressemble bien à ce que nous faisions chez Mitchell et Fils. Ce que nous faisions chez Mitchell et Fils, corrigeai-je. Et non, tu n'as jamais été du genre à faire des visites amicales. Qu'est-ce qui se passe vraiment ? La façade de Tommy se fissura légèrement. Il reposa le prototype et passa une main dans ses cheveux, un geste nerveux qui me rappelait notre enfance. Écoute, les choses à l'entreprise ne se passent pas comme prévu. J'ai entendu, dis-je en me tournant entièrement vers lui.
Des problèmes de qualité avec le contrat Thomson, des retards sur la nouvelle chaîne de production, 3 chefs de département qui ont démissionné le mois dernier. J'ai raté quelque chose? Son visage se crispa. Tu surveilles tout, hein? Dans un milieu si restreint, les gens parlent, rétorquai-je. Le silence s'étira, chargé d'accusations muettes et de regrets. À travers la porte ouverte, je voyais mes employés feindre l'occupation, tendus d'écouter notre conversation. La lumière matinale étirait de longues ombres sur le sol de mon bureau, tels des barreaux séparant nos mondes. Le conseil s'inquiète, finit par avouer Tommy en s'installant dans l'un de mes fauteuils visiteurs. Le cours de l'action a chuté de 30%. Les clients posent des questions sur la stabilité de la direction. Et papa? Papa ne me parle plus. Je me dirigeai vers mon bureau, restant debout. Et tu es là parce que... Parce que j'ai besoin de ton aide, d'accord, s'exclama-t-il. C'est ce que tu veux entendre? Le grand Tommy Mitchell admettant qu'il a tout foiré? Voilà, c'est dit. J'ai pris quelque chose que je ne comprenais pas, pensant pouvoir le gérer par mon charme et mes airs, et maintenant tout s'écroule. La satisfaction que j'espérais ressentir ne vint pas. À la place, je fus submergé par une complexité d'émotions, de la colère certes, mais aussi une tristesse pour ce que nous avions perdu, pour ce que nous nous étions fait l'un à l'autre. Et tu n'as pas juste pris quelque chose, Tommy, dis-je doucement. Tu as tout pris. L'entreprise que j'ai reconstruite, la confiance de nos employés, l'héritage de notre famille. Tu as tout emporté avec un sourire en coin et un vote en salle de conseil, sans penser aux conséquences. Je sais, répondit-il, et pour la première fois depuis des années, je perçus une douleur authentique dans sa voix. Je sais, et je suis désolé. Mais ce n'est plus qu'une affaire personnelle. 400 personnes dépendent de la survie de Mitchell et fils. 400 familles ont besoin de leur salaire, de leur assurance, de leur retraite. Je m'avançai vers la machine à café dans un coin de mon bureau, une somptueuse machine expresso offerte par ma nouvelle équipe. « Tu en veux un ?» demandai-je, plus par habitude que par courtoisie. Lorsque Tommy acquiesça, je préparai 2 lattes. « Tu te souviens quand nous étions enfants ?» dit-il en m'observant manœuvrer la machine, et que papa nous emmenait à l'atelier le samedi. Tu voulais toujours apprendre comment tout fonctionnait. Moi, je voulais juste jouer au patron dans son bureau. Et certaines choses ne changent jamais, répondis-je, moins mordant que je ne l'avais prévu. Et sauf que ça a changé, répliqua Tommy. Tu as bâti quelque chose d'extraordinaire à partir de l'ancienne entreprise de notre grand-père. Quelque chose que je pensais pouvoir simplement reprendre en main et gérer en pilote automatique. Mais il ne s'agit pas seulement de signer des papiers et de faire des discours, n'est-ce pas? Je lui tendis son café et m'installai enfin derrière mon bureau. Non, ce n'est pas ça. Il faut comprendre chaque rouage de l'opération. Connaître le nom de ses employés, leurs inquiétudes, leurs capacités. Il faut avoir une vision pour l'avenir et le savoir-faire pour la concrétiser. La lumière matinale inondait désormais mon bureau, éclairant les prototypes et les croquis techniques qui ornaient un mur. Tommy les examina, l'évidence se lisant sur son visage. Ce sont des améliorations par rapport à nos anciennes gammes, dit-il. Des versions plus efficaces et performantes. Innovation Solutions n'est pas qu'un nom, répliquai-je. Pendant que tu t'efforçais de préserver le passé, nous bâtissions ce qui pouvait être l'avenir. Tommy posa son café, encore intact. Alors, c'est ça ta revanche? Construire une meilleure version de l'entreprise familiale? Il ne s'agit pas de revanche, Tommy. Il s'agit de prouver ce qu'est un véritable leadership, ce que l'on peut accomplir avec une vision et un travail acharné. L'atmosphère changea, se chargeant d'une nouvelle dynamique. Tommy se leva et s'approcha du mur des prototypes, les examinant de plus près. Le contrat Thomson, dit-il soudain, c'est pour ça qu'ils sont devenus si réticents ces derniers temps. Ils ont vu ces nouveautés, n'est-ce pas? Je gardai le silence, mon mutisme étant une confirmation suffisante. Et les autres contrats dont nous peinons à nous acquitter? Ceux qui sont devenus, trop exigeants, à satisfaire, se tourna-t-il vers moi, l'illumination dans le regard. Et toi, tu leur montres l'avenir, pendant que moi, je leur vends le passé. Les affaires restent des affaires,
dis-je, reprenant des mots que Tommy avait lui-même utilisés lors de la réunion des actionnaires. Rien de personnel. Tommy éclata de rire, mais cette fois, il y avait une sincérité dans son amusement. Sauf que c'est bien personnel, n'est-ce pas? Tout. L'entreprise, les contrats, l'héritage familial, c'est tout intime. Pour la première fois depuis qu'il était entré dans mon bureau, je sentis quelque chose changer entre nous. Pas le pardon, nous étions encore loin d'en arriver là, mais peut-être une compréhension mutuelle. Que veux-tu vraiment, Tommy? Pourquoi es-tu ici? Demandai-je franchement. Il prit une profonde inspiration et me regarda droit dans les yeux. Je veux te proposer une fusion. Innovation Solutions et Mitchell et Fils, pour créer quelque chose de nouveau. Quelque chose qui marie ta vision et notre histoire. Je m'appuyai sur ma chaise, l'observant attentivement. Et quel rôle voudrais-tu y jouer? Ce que tu estimes approprié, répondit-il, et je pouvais voir combien ces mots lui coûtaient. J'ai enfin compris que je ne devais pas prendre des postes pour lesquels je n'étais pas fait. Le brouhaha de mon bureau résonnait, téléphone, conversations sur des projets et des échéances, le rythme quotidien d'une entreprise en mouvement. Par la fenêtre, je voyais des étudiants de l'école polytechnique traverser la rue, se rendant à leur cours du matin. Des esprits jeunes, pleins d'idées et d'ambitions, pas si différents de ce que nous avions été, Tommy et moi. Une fusion nécessiterait l'approbation du conseil, déclarai-je enfin. Le même conseil qui t'a voté pour me mettre de côté. Ils l'approuveront, rétorqua rapidement Tommy. Ils ont vu les chiffres. Ils savent qu'ils ont besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je me levai et retournai à la fenêtre, regardant la ville qui avait forgé nos destins. La tour Eiffel se dessinait fièrement dans le ciel du matin, rappelant la capacité de Paris à allier tradition et modernité. Si, et je veux dire si j'envisageais cela, dis-je lentement, il faudrait des changements radicaux. Dès le conseil. C'est fait, dit Tommy. Tout ce dont tu as besoin. Les papas devraient être impliqués. Vraiment impliqués, pas seulement en figure de proue. Ça lui plairait, admit-il. Il lui manque l'entreprise. Il te manque. Je me tournai vers mon frère, le voyant clairement pour la première fois depuis des années. Non plus comme le fêtard ou l'usurpateur, mais comme quelqu'un qui avait commis des erreurs et qui tentait de les réparer. Quelqu'un qui, comme moi, portait le poids de notre héritage familial. Je vais y réfléchir, dis-je enfin. Fais rédiger une proposition par tes avocats. Mais Tommy? Je fis une pause, attendant qu'il croise mon regard. Si nous faisons cela, ce sera à ma façon. Plus d'accords en coulisses, plus de raccourcis. Nous construirons quelque chose de réel, digne du nom Mitchell. Il hocha la tête, le soulagement visible sur son visage. Ta façon, acquiesça-t-il. Ça aurait dû être ta façon depuis le début. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, il s'arrêta un instant. L'entreprise est évaluée à 237 millions maintenant, dit-il. Où l'était, avant que je prenne le pouvoir. Tu penses qu'on peut la ramener à ce niveau? Je regardais le mur des prototypes, imaginant l'avenir que nous pourrions construire ensemble. Non, dis-je. Je pense que nous pouvons faire encore mieux. La porte se referma derrière lui, me laissant seul avec le soleil matinal et des possibilités insoupçonnées. Sur mon bureau, le prototype que Tommy avait effleuré plus tôt captait la lumière, sa surface d'une précision chirurgicale reflétant la promesse d'innovation et le poids de la tradition. L'Empire avait peut-être été brisé, mais il n'était pas irrémédiablement perdu. Et peut-être, juste peut-être, que la rédemption que je cherchais n'était pas dans la destruction, mais dans la reconstruction de quelque chose de plus solide qu'auparavant. Un an après la visite de Tommy dans mon bureau à Issy-les-Moulineaux, je me tenais dans le siège social fraîchement rénové de Mitchell Innovation Group, l'entité issue de la fusion de Mitchell et Fils et d'Innovation Solutions. Le bâtiment, une structure en briques historique dans le quartier de la Défense, symbolisait tout ce vers quoi nous avions travaillé, une alliance de tradition et de progrès, d'histoire et d'avenir. La lumière du matin inondait les baies vitrées du sol au plafond, illuminant l'open space où notre équipe d'ingénieurs collaborait avec des experts de la fabrication traditionnelle. Sur les murs, une frise retraçait l'évolution de l'entreprise de la première usine de notre grand-père à nos dernières prouesses technologiques. Au centre,
Une photographie de papa, Tommy et moi lors de la signature de la fusion marquait le début de notre nouveau chapitre. L'équipe de Johnson Tech est là pour la revue trimestrielle, annonça Sarah en entrant dans mon bureau. Ils sont dans la salle de conférence principale. Tommy y est déjà. Je rassemblai ma tablette et mes documents de présentation, prenant un instant pour redresser ma cravate en me regardant dans la vitre. Ces revues trimestrielles étaient devenues un rituel, une manière de montrer à nos clients que le nouveau Mitchell Innovation Group n'était pas qu'un changement de nom, c'était une transformation complète. En traversant le bureau, je passai devant le nouveau laboratoire de fabrication avancée de Michel Sullivan, où il formait la nouvelle génération de mécaniciens sur nos équipements dernier cri. Il me fit un signe de la main, le pouce levé, notre dernier prototype ayant dépassé tous les critères de performance lors des tests. La salle de conférence était le reflet parfait de notre nouvelle culture d'entreprise. Tommy, vêtu d'un costume désormais impeccable, discutait avec les cadres de Johnson Tech de leur récente expansion dans le secteur des dispositifs médicaux. Nos ingénieurs présentaient des expositions retraçant l'évolution de nos composants, tandis que des écrans muraux diffusaient en temps réel les données de production de nos installations. « Bonjour à tous », dis-je en entrant. « J'espère que Tommy ne vous a pas déjà parlé de sa dernière idée de drone expresso à intelligence artificielle. » Les clients éclatèrent de rire, et Tommy me lança un sourire complice. « Ce sera pour la présentation du trimestre prochain, frérot. Aujourd'hui, nous restons sur du sérieux comme l'augmentation de 40% de l'efficacité de production. » Ce dialogue complice, encore tout nouveau, était une preuve que le passé pouvait se conjuguer avec le présent. L'année écoulée avait été une danse minutieuse pour rétablir la confiance, réapprendre à collaborer et mettre en valeur nos forces complémentaires. Le charme naturel de Tommy, jadis synonyme d'évasion, s'était mué en un atout précieux pour les relations clients, tandis que mes connaissances techniques et ma planification stratégique formaient le socle de ses ambitions réalisables. La réunion se déroula sans encombre, avec nous deux se relayant pour présenter. Tommy exposait la vision globale et les relations stratégiques, tandis que je détaillais les aspects techniques et les stratégies de mise en œuvre. Les dirigeants de Johnson Tech semblaient impressionnés par l'harmonie entre nos anciennes compétences et nos nouvelles capacités. Je dois admettre, déclara leur PDG lors d'une pause, nous étions sceptiques en apprenant la fusion. Mais vous avez su réunir le meilleur des deux mondes pour créer quelque chose de vraiment supérieur. Après la réunion, Tommy et moi nous rendîmes à notre restaurant italien préféré dans le quartier latin, un lieu familial depuis notre enfance. En chemin, nous passâmes devant l'ancien bâtiment de Mitchell & Fils, désormais en rénovation pour servir d'atelier secondaire. « Tu te souviens quand nous faisions des courses de vélo dans le parking ?» lança Tommy en souriant. « Papa nous criait dessus à cause des camions de livraison. »« Et toi, tu n'écoutais jamais ?» répliquai-je en souriant au souvenir. « Comme pour tes fameuses idées de drone expresso. » Il rit en levant les mains en signe de reddition. Le conseil avait rejeté ça d'un revers de main. J'apprends à choisir mes batailles. Au restaurant, Marco, le propriétaire qui nous connaissait depuis notre enfance, nous guida vers notre table habituelle dans un coin intime. Les frères Mitchell, réunis enfin. Ton père était là la semaine dernière, tu sais. Il dit que l'entreprise va mieux que jamais. Papa a été déterminant dans cette transition, lui répondis-je en m'installant. Son expérience est inestimable pour préserver nos valeurs tout en nous modernisant. Autour de plats de pâtes maison, Tommy et moi discutâmes de nos prochaines étapes. La valeur de l'entreprise avait bel et bien dépassé son ancien pic de 237 millions d'euros, s'approchant désormais des 300 millions. Mais plus encore, nous avions créé quelque chose de durable, un projet qui honorait notre héritage familial tout en embrassant l'avenir. J'ai pensé, dit Tommy en enroulant des spaghettis autour de sa fourchette, à lancer un programme de mentorat pour les jeunes entrepreneurs. Utiliser mes expériences bonnes et mauvaises pour aider d'autres à éviter les mêmes erreurs. Je haussai un sourcil. Transformer tes années de fête en leçons de vie. Quelque chose comme ça, sourit-il. Et ça pourrait nous aider à repérer des startups prometteuses pour d'éventuelles collaborations. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un grand frère brillant pour le sauver quand il se plante.
La lumière de l'après-midi dessinait de longues ombres à travers les fenêtres du restaurant tandis que notre conversation dérivait des stratégies commerciales aux affaires personnelles, la passion de Tommy pour l'entretien des yachts plutôt que pour les soirées, mes hésitations à renouer avec la vie amoureuse, la fierté de papa de nous voir travailler ensemble à nouveau. De retour au bureau, nous trouvâmes papa dans le hall, sa santé ayant nettement évolué depuis la fusion. Il consacrait désormais la plupart de ses journées à un rôle consultatif, partageant anecdotes et sagesse avec les anciens comme avec les nouveaux employés. « Je voulais juste voir mes garçons en action », dit-il en nous attirant dans une étreinte. « Les tests du nouveau prototype se sont super bien passés, non ? Au-delà des attentes, confirmai-je. Michel dit que c'est la meilleure alliance entre savoir-faire traditionnel et technologie moderne qu'il ait jamais vue. En parlant d'intégration, ajouta Tommy, attend de découvrir le programme de mentorat que je prépare. Les yeux de papa s'illuminèrent. On en discutera autour d'un dîner. Ta mère aurait adoré vous voir travailler ensemble comme ça. L'évocation de maman provoqua un silence partagé. Elle avait toujours cru en nous, même dans nos différences. Je me demandais parfois ce qu'elle penserait de notre situation actuelle, de son fils aîné obsédé par son travail apprenant à déléguer et de son cadet fêtard découvrant enfin la valeur de la responsabilité. Alors que la journée touchait à sa fin, je me retrouvais seul dans mon bureau, contemplant la silhouette de Paris. Le soleil se couchait derrière les immeubles, teintant le ciel d'orange et de violet. Une nouvelle photo de famille venait de rejoindre celle d'antan, celle prise lors de notre premier pique-nique après la fusion, où Tommy et moi rions d'une remarque de papa. Sarah frappa à la porte. « Les chiffres préliminaires du 3e trimestre sont là », annonça-t-elle en me tendant une tablette. « Nous dépassons largement les prévisions. » « Merci, Sarah. » Transmets-les à l'équipe de Tommy, et planifions une séance stratégique pour la semaine prochaine. J'ai des idées pour étendre notre division de recherche et développement. Après son départ, j'ouvris le tiroir de mon bureau et en sortis le vieux carnet noir de mes débuts à reconstruire Mitchell et Fils. Ces pages, remplies de plans, d'espoir et de frustration d'une époque où je pensais devoir tout porter seul, se refermèrent sur une dernière question écrite la veille de la visite de Tommy: à quoi ressemble le vrai succès ? 1 an plus tard, j'avais enfin trouvé une réponse. Le succès n'était pas seulement une question de marge bénéficiaire et de part de marché, même si notre nouvelle entreprise en affichait abondamment. Il ne s'agissait pas de prouver qui avait raison ou tort, ni qui était le plus digne de l'héritage familial. Le vrai succès, c'était la croissance non seulement en affaires, mais en caractère, en relations, en compréhension. Tommy entra à mon bureau. Et l'équipe de développement veut nous montrer quelque chose d'incroyable. Tu as 1 minute ? Oui, j'arrive, répondis-je en rangeant le carnet. Ces jours-ci, je vivais trop le présent pour me perdre à l'enregistrer. Nous déambulâmes ensemble dans le bureau, passant devant un mélange de visages familiers et de nouveaux talents qui formaient notre équipe. Les anciens employés de Mitchell et Phil travaillaient en parfaite harmonie avec l'équipe d'Innovation Solutions, chacun apprenant des autres. Même l'agencement des locaux en témoignait. Le centre d'expertise en fabrication traditionnelle était adjacent au laboratoire d'innovation numérique, relié par des espaces collaboratifs. Dans le laboratoire de développement, l'équipe avait monté une démonstration de leur dernier projet, un système de fabrication intelligent alliant la précision traditionnelle à l'intelligence artificielle et à la surveillance en temps réel. Tandis qu'ils exposaient leurs avancées, j'observais Tommy poser des questions pertinentes sur les aspects techniques tout en apportant ses propres idées sur le positionnement commercial et les besoins des clients. « C'est exactement ce dont nous avons besoin », déclara-t-il en fin de présentation alors que nous regagnions nos bureaux. Quelque chose qui montre que nous ne comptons plus uniquement sur le nom de famille. Nous repoussons réellement les limites du possible. En repoussant les limites, répondis-je, j'ai pensé à ton idée de programme de mentorat. Et si nous l'élargissions ? Créons un incubateur d'innovation pour les startups de fabrication, en mettant à profit nos ressources et notre expertise pour aider la nouvelle génération d'entrepreneurs. Les yeux de Tommy s'illuminèrent. Parfait. Nous pourrions l'appeler l'initiative d'innovation Mitchell. Aider d'autres entreprises familiales à s'adapter à l'ère moderne sans renier leurs valeurs fondamentales. Nous passâmes l'heure suivante à esquisser ce projet, nos perspectives différentes rendant le plan plus solide que ce que nous aurions pu imaginer seuls.
Alors que le bureau se vidait peu à peu, nous persistions, me rappelant les longues nuits passées à planifier la renaissance de l'entreprise cette fois, ensemble. Papa nous retrouva alors que nous travaillions encore tard. Ne restez pas trop longtemps, les garçons, dit-il en se tenant dans l'encadrement de la porte. Ta mère disait toujours que le succès ne vaut rien sans le temps de le savourer. Nous promit de nous arrêter bientôt, sachant pourtant que nous finirions par rester encore un moment. La différence, c'est qu'à présent, il ne s'agissait plus de prouver quoi que ce soit, il s'agissait de construire ensemble. Plus tard ce soir, en rentrant dans les rues familières de Paris, je repensais au chemin parcouru. La trahison qui avait semblé marquer la fin n'avait été en réalité qu'un commencement. L'empire que nous avions reconstruit n'était pas seulement plus grand qu'avant, il était meilleur, plus solide, plus résilient parce qu'il reposait sur la compréhension et la réconciliation plutôt que sur la compétition et l'amertume. Le lendemain matin, j'arrivais comme toujours de bonne heure, pour découvrir Tommy déjà présent, révisant les propositions de mentorat avec notre équipe RH. Il avait troqué ses costumes de créateur pour des tenues plus pratiques, et son sourire de fêtard avait laissé place à une expression sincère et engagée. Je pensais, dit-il en me voyant, à ce que maman nous disait quand nous nous disputions enfants. Tu te souviens ? Votre plus grande force, c'est l'union. Je hochai la tête, me remémorant ces mots et le temps qu'il nous avait fallu pour les comprendre. Elle avait raison. Elle a toujours eu raison, acquiesça Tommy. Tu veux qu'on prenne un café ? J'ai quelques idées pour l'incubateur d'innovation dont je voulais te parler. En chemin vers le petit café du coin, nous parlâmes de projets et de possibilités, et je réalisai que cette alliance, ce but commun, ce renouement fraternel renouvelé était le véritable empire que nous avions bâti. La valeur de l'entreprise pouvait se chiffrer en millions, mais la véritable richesse de notre création échappait au bilan comptable. Le soleil matinal faisait scintiller les vitrines de notre immeuble, éclairant l'avenir que nous construisions ensemble. Un avenir qui honorait notre passé tout en acceptant le changement, qui reconnaissait que la véritable force ne venait pas de l'isolement, mais de l'union. L'empire que nous avions bâti n'était plus seulement une affaire, c'était un témoignage du pouvoir de la rédemption, de la réconciliation et des liens indestructibles de la famille.